Alors cet ouvrage m'a particulièrement intéressé, essentiellement lorsqu'on le met en perspective avec la date de son écriture, puisqu'il a été écrit en 1894, et on va voir que certaines plantes que l'on croit être complètement nouvelles faisaient déjà l'objet à l'époque de tentatives d'acclimatation, voire même de culture. Donc l'ouvrage est séparé donc en 5 chapitres. Il y a d'une part donc les plantes décoratives et commerciales. Bon, c'est un chapitre qui ne va pas trop nous intéresser, bien qu'on peut y retrouver par exemple une description de tous les ficus, Macrophylla, Elastica, etc. que l'on peut retrouver dans ces zones privilégiées de la Méditerranée. Ensuite viennent donc les plantes à fruits exotiques. Là, c'est vraiment le chapitre qui nous intéresse. Enfin, donc les plantes à parfum, puis les plantes potagères, telles que le physalis, les cardes, etc. Et enfin, donc 5e chapitre, les arbres fruitiers indigènes, où là, l'auteur parle de plantes qui sont déjà acclimatées, qu'on retrouve presque à l'état spontané dans le littoral de la Méditerranée. Alors, chapitre 2, plantes à fruits exotiques. L'auteur énumère une liste de fruitiers à acclimater dans cette région privilégiée de la Méditerranée. Et on va commencer donc par Aberia cafra. En fait, aujourd'hui, le nom scientifique c'est Dovialis cafra. On l'appelle la key apple en anglais. Et en français, on l'appelle pomme cafre. Voilà, donc l'auteur nous dit par exemple que le fruit qui arrive à parfaite maturité dans quelques localités chaudes de la Ligurie, par exemple la Mortola, est globuleux, lisse, jaune, de la grosseur d'une petite pomme. Sa pulpe sucrée, légèrement acide, juteuse, parfumée et d'un goût assez agréable. Elle sert notamment à préparer de délicieuses marmelades. La récolte des fruits a lieu d'août à septembre. Ensuite, l'auteur parle des anones, Annona cherimolia. Il parle également, on a l'impression qu'il y a une petite confusion à l'époque avec la pomme cannelle d'ailleurs. Il nous dit on récolte les chérimoles en hiver ou en février-mars. Le chérimolier arrive à mûrir ses fruits en Espagne, en Algérie et dans quelques localités chaudes des environs de Nice. Les fruits valent sur le marché de cette ville 20 à 40 centimes la pièce. C'est intéressant quand même. Il faudrait faire le rapport avec la conversion avec les euros actuels. Donc voilà, il parle aussi des azimines. Azimines que l'on croit découvrir au début des années 2000, en fait pas du tout. Ça faisait déjà l'objet d'un intérêt. L'aziminier que l'on cultive avec succès en pleine terre en Algérie, aux environs de Nice, se plaît dans les sols meubles, frais, non humides. On le multiplie par ses noyaux, semés dès leur maturité en pleine terre ou en pot. Voilà. L'auteur s'attarde beaucoup ensuite sur le plaque minier et son fruit le kaki. Donc il énumère également toutes les variétés, kaki japonais, kaki rustique, kaki costata, kaki lycopersicone, mazzeli, chinois, virginiana, enfin voilà, il y a vraiment un article assez complet. Ensuite, il parle du néflier du Japon, bibacier. Donc là, maintenant qui a été parfaitement acclimaté et que l'on rencontre maintenant partout sur les rivages de la Méditerranée. Ensuite, il s'attarde sur la famille des eugénias. Donc, c'est plutôt le genre Eugénia de la famille des myrtacées. Voilà, donc il parle de pas mal d'eugénia, par exemple le gni, les jamboses, le jamélac.
Alors, au sujet du Jamellac, il s'élève dans le jardin du Hama à Alger à 10-15 mètres en formant un immense parasol. En revanche, il reconnaît que la saveur est inférieure à celle de la goyave. Il nous parle ensuite d'une liane qui s'appelle Olbelia. Il nous parle enfin d'un Dovenia dulcis, qui est le raisin de Chine. Il nous décrit d'ailleurs très bien le fruit, donne des fruits de curiosity et de fantaisie. Les feuilles ovales assez grandes d'un vert brillant sont caduques. La fructification offre cette singulière particularité que les pédoncules se tuméfient après floraison, deviennent charnus, sucrés, d'un brun rougeâtre et sont comestibles. Ils acquièrent à leur pleine maturité le goût excellent de raisins secs. Voilà, c'est voilà. Ensuite, il nous parle du bananier. Et là, au niveau du bananier, on apprend des choses. Le bananier exige un climat chaud, une terre bien amendée et une humidité dans l'air constante. Sa culture peut être entreprise partout où les températures moyennes annuelles arrivent à 14-20 degrés centigrades et où le plus grand froid de l'hiver ne dépasse pas 2 à 4 degrés au-dessous de zéro, donc moins 4. C'est dans ces conditions que le bananier est cultivé dans la basse Provence, en Ligurie, en Espagne, dans les îles de Méditerranée, en Algérie et en Tunisie. La culture à l'air libre produit de bonnes bananes à Alger et dans quelques localités chaudes et abritées de notre littoral. Nice, Cannes, Villefranche, Monaco, Menton, La Mortola, Bordighera et Saint-Rémy. Dans ces stations, les bananes arrivent à maturité suffisante et ont l'avantage d'être plus savoureuses et parfumées que celles que l'on importe d'Algérie, du Brésil, etc. Donc on apprend qu'à l'époque, on importait déjà des bananes du Brésil. Il faut savoir que la traversée de l'Atlantique à cette époque durait plusieurs semaines. Donc c'était quand même une chaîne logistique un petit peu difficile à mettre en place à l'époque. Donc il nous parle de différents bananiers. Je ne rentre pas dans les détails, c'est très intéressant. Il y a ensuite les Opuntia, donc la fille de Barbarie. Là aussi, il décrit plusieurs variétés. Les passiflores, Passiflora edulis, Passiflora fruits doux. Voilà, il parle de la grenadille et du passiflore violet, fruit de la passion. Enfin, je vais m'attarder sur un passage qui m'a beaucoup intéressé, l'avocatier. Persea gratissima, avocatier, Persée, Amérique tropicale, Antilles. Bel arbre de 8 à 15 mètres, à cime ample, touffu, recherché pour son riche feuillage persistant, vert foncé brillant, et pour ses fruits qui sont mieux que des fruits du dessert, puisqu'ils entrent dans l'alimentation publique. Ces fruits globuleux ou allongés, lisses, de la saveur d'une poire d'avocat, sont, selon les variétés, d'un vert foncé ou violet à leur maturité, qui a lieu d'octobre à janvier. Leur chair, assez ferme, très fine, grasse, fondante, a été comparée à du beurre végétal. Elle possède une saveur particulière, un peu analogue à celle de la noisette. Le noyau, renfermé dans le fruit, est unique et comparativement très gros. Il est rempli d'un sucre laiteux. On mange ces fruits comme hors d'œuvre dans le cours des repas. Aux Antilles, les créoles ont l'habitude de les mélanger avec la viande et de les assaisonner avec du sucre et du jus de citron. Presque tous les animaux en sont friands. Les avocats obtenus en Algérie ne sont pas, au dire des connaisseurs, inférieurs à celles des contrées tropicales. On remarque de beaux pieds d'avocatiers
dans le littoral provençal. À Hyères, cet arbre fleurit et fructifie depuis de longues années. Dans certaines localités algériennes, les pluies diluviennes du printemps, qui coïncident avec la floraison de cette espèce, sont nuisibles à la fructification parce que l'eau en tombant entraîne le pollen et occasionne ainsi la coulure. Il existe plusieurs variétés de Persea gratissima cultivées en Algérie, telles que Persea yatotonensis, à fruits volumineux, d'un goût exquis, Persea rubra, dont les fruits se colorent de rouge à maturité et arrivent parfois au poids de 400 à 450 grammes. Pour qu'il prospère, il faut à cet arbre une exposition chaude et abritée, une terre fertile, profonde, de copieuses irrigations pendant les chaleurs et des binages répétés. On le propage par graines, par bouture et par marcotte. Alors quelques mots pour commenter cet article passionnant. Déjà, l'auteur connaît des arbres de grande taille puisqu'il évoque jusqu'à 15 mètres. Et puis surtout cette phrase, à Hyères, cet arbre fleurit et fructifie depuis de longues années. Donc ça veut dire que depuis le milieu du 19e siècle, dans le littoral varois, il y a 2 grands arbres qui produisent. Donc l'élan d'acclimatation ne date pas d'aujourd'hui. Au 19e siècle, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. On est en train de le découvrir en lisant ce livre. Et l'avocat, moi j'aime beaucoup la description qu'il fait de la saveur du fruit. On sent vraiment qu'il aime le fruit et c'est vraiment dommage que pendant tout le début du XXe siècle, il a fallu attendre les années 80 pour que le fruit soit vraiment répandu et arrive dans toutes les assiettes. L'auteur parle ensuite beaucoup du palmier dattier, de toutes les variétés, etc. Donc c'est vraiment un arbre qui est intéressant. Il publie des photos de Phonix dactiflora, donc par exemple à Cannes, sur la promenade des Anglais à Nice. Et donc il y a des sujets qui sont déjà assez importants. Vient ensuite la goyave, Psidium. Donc l'auteur parle non seulement de la goyave exotique, mais également il parle de la goyave fraise, Cattleya. Voilà. Alors l'auteur parle des orangers. Il faut comprendre agrumes. En fait, c'était un petit peu synonyme à l'époque. Et puis ça entretient un peu la confusion puisqu'il y a également les orangers parmi les agrumes. Voilà. Donc en revanche, ce que l'on apprend, c'est que les orangers ne sont pas du tout classés parmi les fruitiers exotiques, mais vraiment dans les fruitiers indigènes, donc qui sont déjà présents sur la côte d'Azur, enfin dans cette zone méditerranéenne, depuis de longue date, puisque par exemple le citron est présent à Menton depuis le Haut Moyen-Âge. Voilà, alors on apprend par exemple, je vais citer l'auteur, au point de vue économique, les orangers ont une grande importance dans nos régions et font mouvoir des capitaux considérables. Les principaux centres de culture sur le littoral provençal et ligurien sont Hyères, Cannes, Grasse, Nice, Menton, Bordighera, Saint-Rémy, Savone et Nervy près de Gênes. En Corse, on le cultive particulièrement le cédratier qui forme de magnifiques jardins dans les stations de Luri, de Rogliano, de Monza, de Nonza, de Vescovato, de l'île Rousse et de Bastia. En Algérie, la majeure partie des agrumes est récoltée à Blida, qui compte 400 à 500 hectares de culture, à la Chifa,
à Dalmatie, à Souma, à Cherchel, à Boufarik. Voilà, donc et après il parle des différentes orangeries d'Europe, puis des détails de culture, les ravageurs, etc. Au niveau des variétés, il va s'étendre sur l'oranger commun, sur le bigaradier, sur le mandarinier, sur l'oranger à feuilles de myrte, à feuilles de buis, le pamplemousse, le bergamotier, le limetier, le limonier, le cédratier. Voilà, il y a de très belles illustrations. Enfin, chose intéressante, il parle du Poncirus, oranger trifolié, Citrus trifoliata, et on apprend que c'est un excellent porte-greffe. Donc là, c'est également intéressant parce que au milieu du 19e siècle, un pépiniériste d'Alès, dans le Gard, a découvert ou redécouvert que le Poncirus était un excellent porte-greffe et permettait de rendre les agrumes un petit peu plus rustiques. L'intérêt d'avoir un ouvrage assez ancien, c'est qu'il n'y a pas de conseils, on va dire, cultural, d'engrais chimiques, puisque ça n'existait pas. Donc là, par exemple, pour les orangers, on nous parle de fumure de la manière suivante. Les meilleurs engrais pour les orangers sont les engrais à décomposition lente, tels que les chiffons de laine, les os, les débris de cuir, les déchets de peau, la colombine, la cornaille, les tourteaux de graines oléagineuses. Les jeunes plantes se nourrissent volontiers des lupins écrasés. C'est en automne, avant les premières pluies, que ces divers engrais doivent être enfouis à une profondeur minimum de 30 cm. On emploie aussi le crottin de cheval, de mouton, l'engrais humain, les sels de potasse, la lie de vin. On place les engrais autour de la souche, dans un large fossé éloigné de la partie ligneuse, de façon que les racines reçoivent l'influence graduelle des engrais et des irrigations. Les irrigations trop fréquentes, excessives, et les engrais appliqués sans mesure nuisent aux agrumes. C'est une mauvaise pratique de les entourer de plantes potagères ou de cultures qui exigent l'eau et les fumures en grande quantité. Les engrais appliqués à l'état frais s'échauffent beaucoup en se décomposant et s'ils touchent aux racines, ils occasionnent la pourriture des radicelles et provoquent des maladies redoutables. Toujours parmi les arbres, les fruitiers indigènes, l'auteur parle du pistachier commun, donc Pistachia vera, de la famille des Anacardiacées. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, le pistachier, on a l'impression de le redécouvrir alors que c'était une culture très répandue à cette époque. Alors l'auteur nous parle d'une multiplication par semis, par marcotte et par greffe, qui est considérée comme difficile, je cite l'auteur. Alors, ensuite, au niveau de la greffe, il va un petit peu détailler. Généralement, on greffe le pistachier sur térébinthe, qui est un petit arbre que l'on retrouve dans le bois ou dans les terrains découverts, rocailleux, calcaires de nos régions. Greffé sur cet arbre, le pistachier est plus rustique. Il s'accroît plus lentement, mais son existence est très longue, puisqu'il peut vivre de 2 à 3 siècles. On peut également greffer le pistachier du Levant sur le pistachier lentisque sauvage. Déjà, en Algérie, on essaye de transformer ainsi les friches de lentisque. Voilà, c'est assez intéressant. Au niveau de la greffe, il vient détailler encore la greffe la plus usitée est la greffe en écusson à œil dormant, pratiquée du 15 juillet au 1er août. Dès que les jeunes plants de térébinthe ont acquis une tige de 4 à 5 cm de diamètre,
où on les taille pendant l'hiver à 1 mètre de hauteur, puis on place les écussons sur les jeunes rameaux qui se développent pendant l'été suivant vers le sommet du sujet été. On a soin au printemps de supprimer les bourgeons qui ne sont pas vigoureux en ne laissant que 3 à 4 sur chaque pied. Si l'écusson de juillet ne réussit pas, on pratique une nouvelle greffe à œil dormant du 15 août au 15 septembre. On emploie également la greffe en flûte, faite au printemps ou en plein été après les pluies, et la greffe en fente exécutée en mars pour les gros sujets. En avril, la greffe en couronne introduira dans les plantations l'élément sexuel qui s'y trouvait insuffisamment représenté. Voilà. Et ensuite, des descriptions sur la vigne, avec également beaucoup de détails sur la greffe avec des schémas à l'appui. Bien sûr, l'auteur évoque également les figuiers et je ne résiste pas à vous lire ce qu'il met sur certaines variétés, en particulier la bellone. Figue oblongue, arrondie, de 6 à 7 cm de longueur, aplatie au sommet, pulpe rouge, très sucrée, délicieuse. La bellone est la reine des figues dans la région de Toulon à Saint-Rémy. Elle est très recherchée, fraîche et surpasse en goût toutes les autres. À l'état sec, cette variété est délicate, belle et peu altérable. Dans le terroir de Nice, on en rencontre des exemplaires admirables. En bref, ce livre est passionnant, il permet d'éviter certains anachronismes, il permet de relativiser beaucoup de choses et de comprendre que l'acclimatation, que la recherche de nouvelles saveurs, ça date pas d'hier. Et nos aînés avaient pris un goût certain pour l'exotisme et ils étaient audacieux. Le livre est assez intéressant. Il est accessible gratuitement sur Google Book et sur la Bibliothèque de France.